Nous allons donc débattre de tous ces sujets dans quelques instants. Débattre, quoi de plus naturel dans une société démocratique? Débattre, c'est-à-dire communiquer avec autrui, en échangeant des points de vue sur un problème défini, quoi de plus normal? La CGT, qui est souvent, je dois le dire, présentée comme une organisation qui passerait son temps à s'opposer à tout, en ne s'occupant que de mettre du monde dans les rues, a toujours été une adepte du débat démocratique. C'est bien pour cela d'ailleurs que nous démultiplions ce type d'initiative un peu partout en France. Malheureusement, il semble que tout le monde ne soit pas enclin à jouer le jeu du débat démocratique et contradictoire. J'en veux pour preuve les désistements nombreux auxquels nous avons été confrontés, que ce soit de la part du préfet de la Sarthe, du maire du Mans, du président du conseil départemental, de la présidente du conseil régional ou encore de la direction Renault. Je pose la question, de quoi ont-ils peur? La CGT poursuivra cette démarche, car il est indispensable de redonner confiance qu'une autre société est possible, qu'il n'est pas vrai que le libéralisme serait l'horizon indépassable. D'ailleurs, je peux d'ores et déjà vous annoncer que d'autres débats publics vont suivre sur notre département, à commencer par un grand débat public sur le fret SNCF organisé par le syndicat des cheminots de la Sarthe. Il se déroulera probablement en fin d'année. Un tel débat renvoie plus globalement au transport de marchandises et au nécessaire rééquilibrage de celui-ci, donc à la complémentarité des modes de transport, tout cela dans le cadre d'une maîtrise publique. Voilà, mesdames et messieurs, chers amis, chers camarades, je vous remercie de votre attention et bon débat à vous toutes et tous. Merci. Alors, avant de monter sur la tribune avec les intervenants pour échanger sur cette question, on vous propose d'introduire le sujet avec un petit film qui a été réalisé par la CGT Renault. Voilà, ça va nous donner déjà quelques éléments techniques, quelques éléments sur ce débat, et puis ensuite on pourra enchaîner. Et puis bien entendu, à la fin, il y aura un temps de prévu où je vous passerai la parole également, le public pourra intervenir. Depuis ces dernières décennies, les constructeurs Renault et PSA ainsi que les principaux fournisseurs sont dans une logique et une stratégie exclusivement financière. Cette stratégie impacte tous les pans de la société. Le but étant la création de valeur au service des actionnaires et des dirigeants de l'entreprise. Conception, fabrication, recherche et développement sont exclusivement au service de la rentabilité à court terme. Et les entreprises n'ont pas vocation à concevoir et fabriquer des voitures soucieuses de l'environnement. Bilan depuis 2004. Renault a délocalisé plus de 40% de ses activités. Soit plus de 30 000 suppressions d'emplois. On n'a pas l'image, souci technique. On va essayer de résoudre ça le plus rapidement possible. Ah, voilà, l'image est apparue. Merci. Depuis ces dernières décennies, les constructeurs Renault et PSA ainsi que les principaux fournisseurs sont dans une logique et une stratégie exclusivement financière. Cette stratégie impacte tous les pans de la société. Le but étant la création de valeur au service des actionnaires et des dirigeants de l'entreprise. Conception, fabrication, recherche et développement sont exclusivement au service de la rentabilité à court terme. Et les entreprises n'ont pas vocation à concevoir et fabriquer des voitures soucieuses de l'environnement. Bilan depuis 2004. Renault a délocalisé plus de 40% de ses activités. Soit plus de 30 000 suppressions d'emplois avec une explosion de la précarité et de la sous-traitance. La filière automobile française a déjà perdu plus de 150 000 emplois. Les véhicules les plus vendus en France sont totalement fabriqués dans les pays à l'énergie la plus carbonée et réimportés. Associé au transport, le bilan carbone est catastrophique et inacceptable. Le niveau de gamme et les prix de vente des véhicules ont explosé.
Au prétexte de sauvegarder certains sites et emplois, les salariés sont le plus souvent contraints d'accepter une baisse drastique de leurs conditions sociales pour espérer garder leur emploi pour un temps court. Les actionnaires de Renault ont, quant à eux, empoché près de 8 milliards d'euros de dividendes. Pendant ce temps, les entreprises de la filière automobile encaissent des millions d'euros de fonds publics qui finalement financent des délocalisations. Ils ne conservent en France qu'une partie des activités liées aux véhicules électriques, sachant que ce n'est qu'une solution parmi d'autres. À cela s'ajoutent les aides de l'État pour l'achat de véhicules fabriqués en dehors de l'Hexagone pour être réimportés. Une stratégie des donneurs d'ordre qui a des conséquences sociales et environnementales sur tous les secteurs d'activité, donc sur le financement des services publics. Sous couvert de défense du climat et sans concertation avec les salariés et leurs représentants syndicaux, les pouvoirs politiques ont décidé de généraliser le tout électrique, sans prendre en considération toutes les conséquences et les données du problème. Une chose est sûre, on ne résoudra pas les questions environnementales sans résoudre les questions sociales. Le devenir de la filière automobile française ne peut plus être aux seules mains des dirigeants d'entreprise et des politiques qui les accompagnent. La question s'impose à tous. La filière automobile française doit-elle conforter son activité au seul service de la production de dividendes en usant de fonds publics colossaux ? Ou répondre aux besoins des populations en conjuguant progrès sociaux, environnementaux et aménagement du territoire. Une autre voie est possible. La direction de Renault évoque les normes de sécurité et de dépollution comme une contrainte, l'obligeant à consentir à des investissements colossaux. Elle se vante d'être respectueuse de l'environnement avec l'électrification de sa gamme. Mais il faut prendre en compte tout le cycle de vie d'un véhicule, ses conditions de fabrication et son utilisation. Produire au plus près des marchés où l'on vend est une première initiative pour répondre immédiatement aux enjeux énoncés. La CGT propose un rééquilibrage des volumes de production avec des conditions sociales décentes pour tous les salariés du groupe. Même groupe, même statut social. Les modèles les plus vendus en France sont produits dans d'autres pays où l'énergie est particulièrement carbonée, donc très polluante. À cela s'ajoute le transport routier des véhicules réimportés dans l'Hexagone. Il faut rééquilibrer les volumes des activités montage et des activités mécaniques pour impulser l'activité et donc l'emploi. Les investissements supplémentaires nécessaires dans nos usines ne dépasseraient pas 60 millions d'euros par an sur 4 ans, avec un impact d'une centaine d'euros par véhicule. 1 million de voitures Renault produites en France, c'est possible. C'est positif pour le climat, pour l'emploi chez Renault, mais aussi dans toute la filière automobile française, avec l'embauche de plus de 4000 CDI. Cela engendre des cotisations sociales supplémentaires qui renforcent le financement de la protection sociale et réduiraient le déficit de la balance commerciale d'au moins 120 millions d'euros. Qui mieux que Renault pour entretenir et vendre des voitures Renault ? La CGT revendique un réseau commercial robuste, mieux intégré et présent sur tout le territoire pour répondre aux besoins des clients. La voiture reste le mode de transport dominant et le vieillissement du parc automobile en France est un enjeu écologique et social majeur. Les véhicules électriques sont trop chers pour être accessibles à tous. La CGT propose un véhicule électrique abordable, conçu spécifiquement pour l'usage quotidien et fabriqué en France. Pourquoi ? Importer un petit véhicule électrique de Chine ne peut pas être une solution pérenne. C'est un désastre pour l'emploi et une aberration écologique. Comment ? En produisant un petit véhicule électrique ayant une autonomie de 150 km avec une batterie de 15 kWh pour moins de 15 000 € hors subvention. Produire en France un petit véhicule électrique populaire permettant une rupture dans la décarbonation de la mobilité est faisable techniquement et économiquement et reste rentable. Avec le vieillissement du parc automobile, le recyclage et la réparabilité des véhicules est aussi un enjeu majeur pour l'environnement et la société. Avec l'augmentation des contraintes budgétaires pesant sur les ménages et la réglementation sur les véhicules endommagés, le recyclage permettrait de créer des emplois de qualité tout en ayant un impact positif pour l'environnement. Faisons en sorte que l'économie circulaire ne soit pas uniquement cantonnée au recyclage. Allons vers une autre logique dans la conception des véhicules en ajoutant au cahier des charges la durée d'utilisation d'une voiture.
Cela aurait un impact immédiat sur les comptes de l'entreprise, permettant des investissements dans les salaires et dans l'amélioration de l'outil industriel. Et l'industrie automobile contribuera au sauvetage de la planète. Mais cela nécessite d'y mettre les moyens suffisants. La CGT Renault revendique de développer en interne ce type d'activité en utilisant des chaînes de montage pour démonter et recycler les véhicules en fin de vie. C'est à la clé des emplois et le développement de la filière automobile française. Les véhicules de la gamme doivent répondre aux besoins des populations. Ainsi, la CGT Renault revendique de fabriquer une large gamme de véhicules intégrant les différentes technologies. Cela nécessite de donner des moyens en ingénierie et en usine de fabrication. Le tout électrique n'est pas la solution. Des gros SUV hors de prix avec des grosses batteries importées et utilisées pour quelques longs trajets par an sont un non-sens écologique. Le moteur thermique est l'avenir de la mobilité électrique. Il rend l'électrification de l'usage quotidien possible sans batterie lourde, chère et peu écologique. L'avenir n'est pas qu'au moteur essence. Les moteurs à allumage par compression diesel ont aussi un avenir. Ils ont un rendement supérieur de 20 à 25% et des émissions de CO2 bien plus faibles. Il n'y aura pas de lutte efficace contre le réchauffement climatique si l'accès à la mobilité durable reste réservé à une minorité aisée. Comme le droit à la santé, à l'éducation, à l'énergie, au logement, le droit à la mobilité durable pour tous est un droit fondamental. Les fonderies ont un avenir. L'industrie automobile aura toujours besoin de nombreux éléments en fonte qui subsisteront dans les voitures, peu importe la technologie. La CGT revendique la création d'une filière batterie française, intégrant le recyclage. Il faut un investissement massif dans la recherche de batteries de nouvelle génération. La création d'une filière batterie en France aurait un impact immédiat sur l'emploi, dans la filière automobile et dans toute la filière énergie. L'impact serait aussi positif sur l'environnement. Enfin, cela permettrait de maîtriser la chaîne de valeur et de gérer les différentes générations de produits. Les projets d'usines d'assemblage de cellules pourraient générer 250 000 emplois en 2028. L'industrialisation de batteries de puissance moyenne en France générerait un gain en émissions de gaz à effet de serre. Et la balance commerciale française en serait bénéficiaire. Ce projet industriel est une alternative, une autre voie possible pour la cohérence du groupe et pour toute la filière automobile française. Nous ne pouvons plus laisser les politiques et les dirigeants d'entreprise décider à notre place. Prenons notre avenir en main. À la tribune, c'est par derrière. Ouais. Je vais présenter voilà, nos invités avant qu'on fasse un premier tour de parole. Ensuite, on va débattre un petit peu, je vais leur poser quelques questions. Je vais peut-être avoir la lourde tâche d'apporter de la contradiction. Donc ne me frappez pas, s'il vous plaît, pour cela. Et puis ensuite, je me tournerai vers le public. On a avec nous Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste français, député et candidat à l'élection présidentielle. Bonsoir. Merci. Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT. Bonsoir. Fabien Gache, membre de la direction fédérale CGT, de la Fédération de la métallurgie également, et puis les salariés chez Renault. Bonsoir. Oui, vous aussi, salarié chez Renault aussi, c'est vrai, tiens, j'ai oublié de le préciser. Vous connaissez d'autant plus le sujet, du coup. On a avec nous Pierre Carré, membre de Europe Écologie Les Verts et qui représente ici la liste L'écologie ensemble, portée par Mathieu L'Orphelin et qui regroupe Europe Écologie Les Verts, la France Insoumise, Génération S, Génération Écologique ou encore Allons Enfants. Et puis Florent Calvérac, également avec nous, directeur de la Faculté des Sciences et Techniques universitaires au Mans. Merci d'être avec nous ce soir. Juan Blanco,
également au milieu, membre de la CCO Industria, c'est ça? Voilà, un syndicat espagnol, pour nous apporter un petit peu un point de vue décentré aussi et voir comment ça se passe ailleurs en Espagne et puis au niveau de l'échelon européen également. Pour commencer, je me tourne vers celui qui vient qui est un peu à l'initiative de ce qu'on vient de voir. Fabien Gage, ce film, pourquoi vous avez senti besoin de le faire? Qu'est-ce que vous avez eu envie de dire avec ce film? Alors d'abord, il faut rappeler que l'industrie automobile française, même si elle a pris beaucoup de coups depuis une trentaine d'années, c'est encore, chiffre en tout cas des constructeurs et des équipementiers, plus de 2 millions de personnes en France. C'est plus de 200 000 salariés directement impliqués par la construction des véhicules entre les constructeurs et les principaux équipementiers. Et puis dans la Sarthe, c'est chiffre de l'UMM, c'est plus de 10 000 salariés qui sont directement impactés par l'industrie automobile française. Et donc le devenir de l'industrie automobile française concerne donc beaucoup de monde et à plus d'un titre doit et nécessite à notre sens la réflexion collective. Le bon sens, et finalement ce qu'on vise, c'est de parvenir à la délibération collective pour des choix en R&D, pour des choix d'investissement, pour l'utilisation de fonds publics qui soient cette fois au service commun, du bien commun des populations et du climat. Or, depuis le Dieselgate, pour faire rapide, on assiste à un véritable enfumage, puisque d'un côté, on a beaucoup de politiques, malgré tout, qui prennent des décisions, et notamment sur l'interdiction du diesel, l'interdiction à plus ou moins long terme des moteurs thermiques essence, l'interdiction d'ailleurs, ce matin dans les Échos, parlait à partir des années 2030 de l'hybridation des véhicules. Et puis on nous présente l'électrification des véhicules comme la solution aux problématiques environnementales, mais solution qui ne porte à aucune controverse et aucun débat, ni des salariés, ni des populations. Donc ce choix délibéré de la CGT d'aller sur des propositions, c'est encore une fois de générer un vrai débat de fond, parce qu'il s'agit là de l'intérêt de tous, autant sur les questions de l'emploi, sur les questions sociales, sur les questions de l'aménagement du territoire, mais bien sûr aussi sur les questions environnementales. Du côté patronal, là on parle de choix irrationnels, ils n'ont pas complètement tort d'ailleurs. Ceci étant, ils prennent la balle au bond en considérant que la fin du diesel en particulier justifierait d'autant plus les suppressions d'emplois, c'est le cas par exemple pour les fonderies, justifierait les délocalisations. Et quant à l'électrification, eh bien on nous explique que mécaniquement, c'est le mot de le dire, eh bien avec moins d'activité, eh bien ça se traduirait aussi par une baisse supplémentaire des effectifs. Je mettrai simplement deux arguments qui mettent à la réflexion de tout le monde. Le diesel en Europe, c'était au début des années 2000, 35% des parts de marché. Et c'est passé à 52% des parts de marché à fin 2019. Je parle en Europe. Ce qui veut dire que si le diesel était aussi pourvoyeur d'emplois, on aurait dû assister à une augmentation des emplois en France. Deuxième chose, c'est que la baisse du diesel à partir de 2019 a été compensée en très grande partie par les motorisations essence, puisque l'électrique ne représente là récemment que 12% des parts de marché. Alors c'est quoi le problème? Le problème, c'est que le patronat prend d'une question politique majeure, en fait une opportunité pour poursuivre et amplifier les délocalisations qui se sont déjà engagées depuis maintenant plus de 20 ou 25 dernières années. Je ne veux pas vous abreuver de chiffres, mais en France, depuis 2004, les emplois directs ont baissé de 150 000 seulement depuis 2004. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'une entreprise comme Renault, qui fabriquait 57% de ses besoins de véhicules particuliers en 2004, est descendue à 30% en 2013, est descendue à 17% en 2019, et demain à 0%, puisque la France ne ferait plus aucun moteur thermique et aucun véhicule hybridé. Et on dédierait la France seulement aux véhicules électriques de haut de gamme. Donc on voit bien que le débat est faussé, puisqu'on rend finalement la problématique climatique seulement sous un angle purement technique. Enfin, deux chiffres qui me semblent importants.
c'est que la vente des véhicules neufs depuis 20 ans a considérablement baissé, puisque début des années 2000, en Europe, 60% des gens qui achetaient des voitures neuves. En 2019, 20% de moins, c'est-à-dire qu'il n'y a plus que 40% de la population qui a les moyens de s'acheter des voitures neuves. Deuxième chose, c'est que le prix moyen des véhicules en Europe a augmenté de 40% sur la même période. Ce qui explique, évidemment, je viens de le dire, la baisse des véhicules neufs, mais qui explique surtout le vieillissement du parc automobile et donc des vieux véhicules qui continuent de polluer assez considérablement et particulièrement d'ailleurs dans les marchés émergents. Or, je crois que la question et la problématique de fond revient à quelle stratégie des constructeurs automobiles. Alors nous, là-dessus, la réponse est assez claire, et pour reprendre une intervention que souvent on voit dans les journaux, qui est plutôt journalistique, pour prendre quelqu'un qui connaît bien, un bon connaisseur du dossier, c'est comme ça qu'on voit souvent dans la presse, je citerai Schweitzer, qui a été PDG de Renault de 92 à 2005, et qui dans un livre en 2007 explique, je cite, « Vendre à partir de la fin des années 80, Renault n'avait plus vocation à gagner de l'argent pour faire des voitures, mais faire des voitures pour gagner de l'argent. » Et il ajoute, « Les actionnaires n'ont que des droits et aucun devoir. Nous n'avons pas d'autre choix que d'assurer leur bonheur. » Et on voit bien que la stratégie mise en place chez Renault, mais comme ailleurs, est exclusivement financière et qui vise à vendre des véhicules aux marges les plus importantes possibles. Alors je vais peut-être arrêter là si... Non, mais je continue après. Ouais, ce sera plus simple pour le débat. Merci. On n'a pas énormément de micros. On va essayer de se les répartir. Hop, tac. Juste. Philippe Martinez. On a eu un point de vue, CGT Renault, donc vraiment du point de vue filière automobile. Peut-être qu'avec vous, on peut élargir un petit peu la focale pour voir si les logiques qui sont à l'œuvre dans l'industrie automobile, vous constatez que c'est les mêmes dans tous les secteurs français, et que s'il y a une réponse qui peut venir à chaque fois de la base, vous, en tant que dirigeant d'un syndicat national, quel regard vous portez là-dessus ? Bonjour à toutes et à tous, on voit que c'est Xavier Renaud qui s'occupe de la technique. Ceci dit, évidemment, faut-il le préciser, je suis d'accord avec mon syndicat, la CGT Renault, sur l'analyse qu'a fait Fabien. Moi, je voudrais juste essayer de compléter sur quelques points. La première chose... Fabien l'a dit, mais je pense que c'est important. Le prix des voitures augmente, et pourtant, les voitures sont fabriquées dans des pays où les salariés sont beaucoup moins payés qu'en France. Ce qui montre que la relation entre le fameux coût du travail et le prix des produits n'a rien à voir. Au Maroc, c'est 150 € qui sont payés par mois. Vous voyez ? Donc, ça, c'est la première chose. Parce que moi, je pense que ce qui manque dans beaucoup de débats dans notre pays, c'est que les mêmes nous disent des mensonges, et ces mensonges devraient devenir la vérité pour tout le monde. Premier exemple, les voitures augmentent, malgré qu'on les fasse fabriquer dans des pays où les salaires sont très bas. La deuxième chose, c'est que il y a beaucoup d'argent public qui sont donnés aux constructeurs automobiles, enfin aux entreprises en général, mais que notre argent ne sert ni à l'emploi, ni à l'amélioration des conditions de travail. Et parce que j'aime bien les trucs concrets, moi j'ai reçu comme tous les salariés de Renault, j'ai reçu un magnifique petit livret. Je crois que c'était pour que j'achète une voiture. Et ce petit guide, c'est pour m'expliquer comment je peux quitter l'entreprise. Vous voyez, je l'ai reçu quelques jours après que Renault ait touché 5 milliards d'euros d'aide publique. Donc l'argent public, qui est soi-disant fait pour relocaliser, pour développer l'emploi, pour améliorer la situation sociale, eh bien il sert à m'expliquer comment je peux faire pour quitter l'entreprise. Alors je vous fais une confidence, je l'ai offert à Bruno Le Maire.
Et je lui ai dit, comme vous voulez pas la transparence sur les aides publiques, et ben moi je vous la montre. Voilà. L'argent public, il a servi à payer ce beau petit livret pour expliquer aux salariés de Renault comment se barrer. Troisième chose, pour pas être trop long, c'est oui, l'automobile doit évoluer, mais l'automobile a toujours évolué, comme beaucoup de produits. Et sous prétexte d'environnement, eh bien, on nous explique que l'avenir ne serait que la voiture électrique. C'est, comme dans beaucoup d'entreprises, un moyen de communication. C'est-à-dire qu'on fait des sondages commerciaux, puis on dit qu'est-ce qui va plaire aux consommateurs. Et bien ça devient un objet marketing, mais la planète, ils n'en ont rien à faire. Et je vais vous citer deux exemples. Vous voyez, je ne sais pas si vous l'avez peut-être lu dans un journal que j'aime bien, qui s'appelle l'Humanité, mais je le savais par mes amis allemands, Tesla qui est soi-disant le leader sur les voitures électriques. Eh bien, il a décidé de s'implanter à Berlin. Il a rasé une forêt. Il est en train de polluer la nappe phréatique. Et puis, cerise sur le gâteau, il a dit je viens s'il n'y a pas de syndicat dans ma boîte. Est-ce que l'avenir de l'automobile, ça va consister, et c'est pas à l'autre bout du monde là, hein, c'est de l'autre côté du Rhin, est-ce que ça va consister à nous dire on vous vend des voitures, mais peu importe les conditions selon lesquelles elles vont être fabriquées. Là aussi, c'est le symbole que l'écologie, pour eux, c'est du marketing, c'est de la communication, c'est en aucun cas pour sauver la planète. Et dernière chose, je regarde la montre avant de me faire engueuler, on prône, et Fabien l'a dit, et le film le montre très bien, qu'il y a besoin de répondre à des besoins réels des salariés. Vous voyez, si on fait des voitures électriques, comme je commence à en voir dans la publicité, des énormes 4x4 qui vont consommer une énergie dingue, même si elle est électrique, vous imaginez les batteries qu'il va y avoir, c'est pas ça l'écologie. Un chercheur me disait que le meilleur rapport puissance-poids pour l'électrique, c'est un 2 roues. On est loin du 4x4. Et donc, il faut qu'on réfléchisse pour vraiment travailler les questions environnementales sur un mix de moteurs qui permettent et de préserver la planète, évidemment en relocalisant les productions ici, motorisation et montage, et en même temps qui prennent en compte les réalités de chaque qualité et défaut des motorisations pour permettre aux citoyens de se déplacer tout en préservant la planète. Pour les citoyens, la moyenne de déplacement pour les citoyens, quand ils prennent leur voiture, c'est moins de 10 km. 80% des citoyens qui ont une voiture la prennent pour faire moins de 10 km. Là, ça vaut le coup d'avoir une voiture électrique. Ceci dit, on peut aller en vacances un peu plus loin. On peut aller voir ses grands-parents un peu plus loin. Et donc, il faut faire des choix qui permettent aux citoyens d'avoir un panel qui leur permette une mobilité et en même temps de répondre aux questions environnementales. Et c'est pour ça qu'il y a besoin d'électrique, évidemment, notamment dans les zones urbaines, avec des systèmes, par exemple, qui existent déjà, de location, etc. Mais en même temps, le moteur hybride a beaucoup de qualités puisqu'il conjugue et le thermique et l'électrique. Et bien, un moteur, je finis, un moteur thermique, contrairement à ce que disent tous les experts qu'on voit sur certaines chaînes info, c'est un moteur électrique et un moteur thermique, un hybride. Et donc, s'il y a un moteur thermique, eh ben, il y a besoin de pièces de fonderie, il y a besoin d'assemblage, etc. Et donc, je pense que l'utilité de ce genre de débat, il faut qu'il soit évidemment plus nombreux, qu'il y ait plus de contradictions. Eh bien, il permet de rétablir des vérités. Il permet d'expliquer, en tout cas, de donner un autre point de vue sur la réalité du secteur automobile, parce que sinon, on va continuer, on va fermer la parenthèse pandémie, on va oublier circuit court, on va oublier relocalisation, et on va fermer la fonderie SAM dans l'Aveyron, la fonderie de Bretagne à Lorient, MBF à Saint-Claude, pour aller pour les envoyer où ces productions?
et ben à l'autre bout de la planète, la boucle est bouclée. Merci. Merci. Fabien Roussel. Voilà, Fabien Roussel. Demain, vous êtes élu président de la République. Vous êtes amené à négocier, y compris à présider à la destinée de l'avenir automobile en France. Qu'est-ce que vous faites vis-à-vis du groupe Renault, notamment, et vis-à-vis de la filière automobile en général? Bien, eh ben, c'est concret comme question. Voilà. Je vais essayer de répondre le plus concrètement possible. Je voudrais d'abord saluer les camarades des différentes fonderies qui sont en lutte en ce moment, et un clin d'œil particulier pour ceux de la fonderie de Bretagne qui attaquent leur 8e semaine de grève sans salaire, mobilisés à occuper leur usine et à obtenir de Renault qu'ils s'engagent. Et de la même manière pour les autres salariés des autres fonderies dont vient de parler Philippe à l'instant, je ne les cite pas toutes, mais pour avoir été aux fonderies du Poitou et à celle de Saint-Claude dans le Jura, oui, nous avons des savoir-faire, des compétences et elles seront utiles demain pour notre filière automobile. Je voudrais aussi saluer les travailleurs et les travailleuses de l'industrie automobile et les travailleuses aussi, car il y a beaucoup de femmes qui sont sur les chaînes et qui travaillent postées de nuit, et parmi elles, je la salue parce qu'elle est ici dans la salle, elle est ouvrière à Saint-Nazaire et c'est aussi une candidate aux élections régionales et une militante de la CGT, et donc il y en a qui s'engagent. Et je voulais te saluer Delphine, parce que des salariés qui s'engagent aussi pour changer les choses et s'engager et dans le syndicat et en politique, c'est important. Demain, et tout ça pour dire qu'il y a aussi beaucoup de femmes qui travaillent dans cette industrie et qui souffrent énormément des conditions de travail très difficiles qui existent dans cette industrie et à qui on a demandé beaucoup d'efforts dans le cadre des accords de compétitivité, et à qui aujourd'hui on dit que des efforts n'ont pas été suffisants, comme aux fonderies Bretagne, et à qui on dit maintenant on va vous vendre. Hein, c'est ça ce qui se passe. Alors, je donne un chiffre, puisque on parle des aides publiques accordées aux entreprises, à toutes les entreprises, au secteur privé. On s'est tellement battu à l'Assemblée nationale, notre groupe, les députés communistes, les sénateurs, mais aussi les autres, je dirais, pour obtenir des conditions, des garanties sur les aides publiques, que nous avons obtenu un modeste rapport, qui nous a chiffré pour la première fois le montant des aides publiques accordées aux entreprises en l'espace d'une année, sous différentes formes. Exonération de cotisations, prêts, subventions, etc. 140 milliards d'euros d'aides aux entreprises ont été attribuées en 2019. 140 milliards d'euros d'aides publiques, c'est notre argent, c'est l'argent des contribuables. Et quand le MEDEF dit c'est celui qui paye qui décide, eh bien nous disons quand il y a 140 milliards d'euros d'aides publiques versées aux entreprises, eh bien nous aussi on veut décider de ce que l'on fait de cet argent public. C'est la première chose que je déciderai de faire, c'est qu'il n'y ait plus d'aide publique accordée aux entreprises sans que cet argent, notre argent, garantisse la création d'emplois, la relocalisation de l'activité, l'investissement dans la recherche, dans la formation, l'augmentation des salaires là où c'est nécessaire. Ce sont les exigences que nous devons avoir sur cet argent qui est le nôtre. 140 milliards d'euros. Non mais vous imaginez un petit peu la somme que ça représente. Et bien sûr, les 2/3 de cette somme est captée par les grosses entreprises. Les plus grosses parmi celles qui n'en ont pas besoin, vu qu'elles distribuent des dividendes à côté. Et donc ça ne se justifie pas. C'est bien pour ça qu'il faut avoir un contrôle vraiment très fort sur cet argent public. La mesure que vient de faire voter le gouvernement, que nous avons, nous, refusé de voter, ce sont les aides, les suppressions d'impôts dits de production. C'est 20 milliards de suppression d'impôts en 2 ans pour ces grandes entreprises. Et bien sur ces 20 milliards de suppression d'impôts aux entreprises, 66% seront captés par les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire. Et le reste, les 30%, c'est pour les 520 000 PME. Donc vous voyez bien la différence qui existe aujourd'hui, et que c'est, quand on parle d'argent public, c'est véritablement les plus grandes et les multinationales qui captent l'essentiel de l'argent public que nous versons. Et c'est important que vous le sachiez, parce que c'est quand même notre argent, et nous devons avoir notre mot à dire là-dessus.
Je partage tout ce qui a été dit avant sur l'enjeu de la relocalisation de la production industrielle dans notre pays. 1 million d'emplois supprimés en l'espace de 10 ans dans notre pays, dans les emplois d'industrie. C'est terrible. Un pays sans industrie est un pays sans avenir. Et quand on supprime son industrie, derrière, c'est tout un pan de l'activité économique qui s'arrête, y compris dans les services. Ce sont des savoir-faire qui disparaissent. Et derrière, c'est une économie qui se met à l'arrêt. Député du Nord, je sais de quoi je parle. Et c'est donc derrière des fermetures d'écoles, des commerces qui souffrent, des hôpitaux à qui on va raboter des services. Et donc, oui, nous avons besoin de reconquérir ces emplois industriels, de relocaliser cette activité. C'est donc important pour le pays, pour nos emplois. C'est important pour le climat, et ça a été dit, et je le dis à chaque fois, toutes ces activités industrielles que nous allons relocaliser ici, c'est aussi en quelque sorte un circuit court pour lequel nous nous battons. Les circuits courts, c'est pas que pour l'agriculture et les marchés bio. Les circuits courts, c'est valable pour la voiture, c'est valable pour les lave-vaisselle, c'est valable pour les télés. Et nous pouvons avoir une réflexion pas seulement nationale, européenne aussi. Et on doit avoir cette réflexion-là. Donc oui à la relocalisation. À chaque fois qu'une entreprise se délocalise, je le dis, c'est mauvais pour l'emploi, c'est mauvais pour le climat et c'est mauvais pour l'État. Parce que nous perdons aussi des recettes fiscales. Ce sont des impôts en moins que payent les entreprises quand elles vont délocaliser leur activité. Donc pour ces 3 raisons, il faut relocaliser l'activité industrielle. Et j'en viens sur la proposition que je mettrai en œuvre tout de suite. Oui. En tant que président de la République. Et je m'arrête là. Et je m'arrête là. J'ai tellement de choses à dire. Mais je m'arrête là. Une proposition. Quand l'État est actionnaire, il a son mot à dire. Oui. Et l'État doit définir des stratégies industrielles qui ne servent pas les actionnaires, mais qui servent la nation, le pays, en tenant compte des différents éléments que je viens de dire. Mais malgré ça, il y a une chose incontournable qu'il va falloir mettre en œuvre dans notre pays. C'est donner du pouvoir aux salariés dans les entreprises. C'est pas seulement rétablir les CHSCT, mais qu'ils aient leur mot à dire sur la manière dont on produit, sur pourquoi on produit et pour qui on produit. Ça, ce sera la grande révolution de ce siècle. Merci. Pierre Carré, avant de vous passer la parole, 2 éléments. Alors vous êtes candidat aux élections régionales. La région Pays de la Loire, elle a donné aussi des aides publiques au site Renault du Mans qui s'était engagé à créer des emplois en échange et ces engagements n'ont jamais été tenus. Demain, votre liste est en présidence de région. Comment vous vous comporterez vis-à-vis du groupe Renault en Sarthe et vis-à-vis de la filière automobile? Et puis, autre élément, votre tête de liste, Mathieu Orphelin, a déclaré, en rencontrant justement la CGT Renault, anti-voiture, anti-industrie, c'est faux. Voilà, parce que justement il avait été interpellé sur le fait qu'on attendrait plutôt d'une liste écologiste qu'elle ne soit pas forcément favorable à l'industrie automobile. Il a voulu démentir. Est-ce que vous êtes sur la même ligne que lui? Votre réaction par rapport à tout ça? Voilà. Merci. Non, merci pour cette question et effectivement, je crois que je vais décevoir beaucoup de monde sur ce podium et peut-être même dans l'Assemblée parce que on va faire un débat et est-ce qu'on va faire un débat où on a beaucoup de positions différentes? Ben, je suis pas sûr. Quand j'ai vu le film passer tout à l'heure sur l'écran, je peux signer sur l'ensemble des choses qui sont définies sur ces diapositives. Et si je suis là ce soir, c'est aussi pas par hasard. Ça fait plus de 6 mois que dans la région, on rencontre les acteurs de la filière automobile. On a rencontré les acteurs, la CGT Renault, on a été voir Valeo, on a été voir les acteurs à la fois du patronat, mais aussi les syndicats, bien entendu, et pour définir une position pour notre liste pour les années qui viennent. Et on est tout à fait en accord sur énormément de choses. La première chose, c'est les délocalisations. Parce que moi, j'ai beaucoup travaillé dans différents pays, au Maroc, en Afrique, en Asie, et on le voit, qu'est-ce que c'est la délocalisation? C'est exporter notre pollution. C'est-à-dire qu'on peut se présenter bien après quand on va aux conférences internationales,
parce qu'on a exporté notre pollution dans d'autres pays et avec un niveau social sur place qui est calamiteux. C'est-à-dire que c'est un véritable dumping environnemental et social. Or, la pollution, elle n'a pas de frontières. Qu'on pollue ici ou qu'on pollue dans un autre pays, c'est la même chose pour la planète à la fin. Donc, seulement chez nous, on a des normes environnementales et des normes sociales qui sont bien différentes. Et c'est pour ça qu'il est important que l'on évite les délocalisations et qu'on relocalise la production. Et on doit aussi la relocaliser pour des questions de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, on a des pièces dans l'automobile, mais dans tous les secteurs, on a des pièces qui vont faire 2 fois le tour du monde pour revenir au même endroit. Ça, c'est un véritable scandale écologique. Donc, le sujet de la filière automobile, c'est aussi un sujet pour les listes écologiques, bien entendu, pour l'environnement, mais aussi pour les questions sociales. Et au niveau de ce qui est aujourd'hui très important de faire, en fait, là, sur tous les panneaux qu'on a derrière nous, on a la 4L, qui est une voiture, moi j'en ai eu une quand j'étais plus jeune, et qui est une voiture que j'aime beaucoup. Et je pense que ce à quoi on doit réfléchir aujourd'hui, c'est pas les 4L, mais les 4R. La relocalisation, la réparabilité, parce que demain, si on a des voitures, moi mon garagiste dans mon village, j'habite en campagne, mon garagiste me disait, si on a des voitures électriques et tout informatique, on ne pourra plus les réparer sur place, et ça va être aussi une chute d'emploi dans les campagnes et une chute de proximité. La réparation, c'est quand même le meilleur moyen de réduire l'utilisation de ressources naturelles et de créer de l'emploi. Le recyclage, on en a parlé aussi dans le film ici, le recyclage en fin de vie des produits est extrêmement important. Les ressources naturelles ne sont pas infinies, on est sur une planète finie, et il va falloir vraiment mettre la main à la pâte pour avoir des filières de recyclage qui vont être extrêmement importantes dans les années à venir. Et puis le 4e R de cette 4R, c'est la réflexion. Parce qu'il va y avoir besoin de mener une réflexion sur la filière automobile et plus largement sur la mobilité, les mobilités de demain. Ça veut dire un mix certainement énergétique, ça veut dire aussi réfléchir à la place du vélo, ça veut dire réfléchir à la place des transports en commun et voir aussi comment des entreprises comme Renault peuvent se positionner sur ces différents marchés pour remplir la demande de nos concitoyens. Une demande qui est une demande de mobilité avant une demande de bagnole. C'est d'abord une demande de mobilité. Et c'est là où il va falloir avoir des réflexions et trouver des solutions qui seront différentes. Et pour ça, plus on délocalise, moins on aura de savoir-faire pour y répondre. Donc on est tout à fait sur la même ligne sur ces questions-là. Je crois que le dernier R, c'est le R de réveil. Parce que là, il est vraiment temps de se réveiller. Et je reviens juste sur la première question que vous avez posée, qui est celle des aides publiques dans la région. Et c'est dommage que ce soir, malheureusement, les autres listes n'aient pas répondu, notamment la majorité régionale actuelle, qui j'aurais bien aimé voir sur ce podium aujourd'hui, sur une aide qui n'est pas sur le secteur automobile, mais quand on a le conseil régional qui donne 840 000 € d'aide à Lactalis de la famille du milliardaire Besnier, excusez-moi, sans aucune contrepartie environnementale, ni aucune contrepartie sur l'emploi, on est sur un scandale. Et donc, l'engagement qui est très ferme, qui est un engagement que l'on prend, c'est aucune aide au secteur privé sans contrepartie environnementale et sociale, sans contrepartie en termes d'emploi. Donc ça, c'est une réponse ferme et claire à la première question qui m'était posée. Et je vais m'arrêter là. Merci. Juan Blanco, pour avoir un point de vue un petit peu décentralisé sur tout ce qu'on vient de dire là, est-ce que vous, en Espagne, vous avez l'impression d'entendre la même chose, de voir les mêmes logiques à l'œuvre, et puis également sur l'échelon européen, comment ça se passe, la stratégie industrielle des groupes à l'échelle européenne? Voilà. Oui, merci pour l'invitation à la maison syndicale. Pour moi, je suis en famille. Excusez-moi pour mon français. J'ai parlé français dans le passé, mais avec la pandémie, je parle seulement tout petit peu. Excusez-moi. Bon, effectivement, l'Espagne, je crois qu'il s'agit d'un cas très bien expliqué pour Fabien et Philippe antérieurement. L'Espagne, il y a une condition de travail plus basse que les Français. Le salaire est plus bas. Et pourtant, dans les années 80 du siècle passé, nous avons installé beaucoup d'usines de l'automobile, du secteur.
Mais pourquoi? Pour l'explanation antérieure, pour l'écoute laborale, pour la condition de travail. Et dans ce moment, nous sommes dans un contexte nouveau, pour questions technologiques, pour questions diverses. Mais il y a un processus commun, c'est le suivant. Aujourd'hui, le processus très typique dans le secteur de l'automobile dans tout le monde, c'est le même. C'est la liaison indésligable entre les contrats collectifs et les plans de compétitivité à niveau des centres, à niveau d'entreprise, et normalement aussi en coalition avec l'État, avec les pouvoirs publics, pour stimuler la réduction des costs dans un système qui projette la possibilité de la concurrence, de la compétitivité entre les centres de travail et pourtant entre les travailleurs. La compétitivité entre la condition de vie, les conditions de travail, la santé, la sécurité dans les postes, et aussi la surtraitance, la possibilité de la dérégulation des conditions de travail à travers de la délocalisation, mais aussi de la surtraitance à l'intérieur de chaque pays. C'est la situation commune dans le secteur de l'automobile dans ce moment. L'Espagne, c'est le second exportateur européen, après les Allemands, des véhicules de 4 pneus, non, en français. Bon, c'est pour ça. Nous avons signé différents contrats collectifs dans la Renault, par exemple, dans l'Espagne. Donc, nous avons créé trois différents niveaux salariaux. L'objectif, la compétition avec les centres de travail français. C'est ça. Et c'est en collision. Et dans ce moment, c'est clé, c'est stratégique, le travail ensemble entre les syndicats, entre les travailleurs, pour limiter la possibilité de la concurrence, de la compétitivité entre les droits. Les droits au travail digne, à un salaire, à une condition de santé et de sécurité dans le travail. Mais aussi, nous avons dans l'espace européen, dans ce moment, un moment très très spécial. Les fonds de résilience, les fameux Next Generation en anglais. C'est une opportunité pour chercher ensemble différentes stratégies de coalition entre la soutenabilité écologique, technologique, d'investissement, mais aussi des conditions de vie et conditions de travail. Je crois qu'il s'agit les principaux défis du syndicalisme européen dans ce moment. C'est seulement cette stratégie de la solidarité par rhétorique effective entre les syndicats et les travailleurs pour limiter cette expérience. Et ensemble, on est plus fort, bien sûr. Merci. Prolétaires de tous les pays, unissez-vous, aurait dit Karl Marx. On est dans le même ton. Florent Calveyrac, je voulais terminer ce premier tour avec vous sur un point de vue plus technique. Vous être directeur de la fac de sciences et on ne le sait peut-être pas, mais il y a beaucoup de recherches qui sont menées sur cette question des moteurs de demain. Au Mans, il y avait même un institut en fait qui travaillait spécifiquement sur le sujet, qui a été fermé par la région, si je crois bien. Voilà, est-ce que vous pouvez réagir sur le sujet et puis aussi nous dire, pour vous, les moteurs de demain, vous qui êtes dans les labos, vous qui êtes directement dans la recherche, comment ça se... Est-ce qu'on va avoir enfin des moteurs verts, des vrais moteurs verts, voilà. Comment vous voyez l'avenir? Merci de la question. Donc effectivement, c'est peut-être plutôt un témoignage. Effectivement, vous avez raison, on ne le sait pas beaucoup. Et au Mans, à l'université, on fait des recherches et de l'enseignement autour de l'automobile et des moteurs de demain. Et donc pendant une dizaine d'années, donc à l'initiative des communistes, que je remercie, des conseillers régionaux communistes, il y a eu un institut d'automobile du Mans qui a mis en relation les chercheurs, les enseignants, et donc les IUT, les lycées et les PME à différents niveaux, les sous-traitants, parce que souvent en fait les sous-traitants sont encore moins armés que les grands groupes industriels pour pouvoir être compétitifs au niveau mondial. Ils sont complètement tributaires des commandes qu'on veut bien leur passer, et ils ne sont pas équipés, par exemple, du point de vue numérique,
du point de vue de la simulation numérique, c'était l'argument pour pouvoir bien répondre et être compétitif. Et c'est terrible, donc ils sont complètement à la merci dans ce qu'on leur demande. Donc cet institut automobile a été créé, et en fait il a été fermé par la majorité actuelle parce qu'il n'était rentable qu'à 90%. C'est-à-dire que effectivement, ils avaient réussi à obtenir des contrats, mais bon, voilà, il fallait encore mettre un peu d'argent public pour faire tourner cette structure. Et donc, grâce à cette structure, on a créé un master en modélisation, simulation. Donc, plusieurs anciens étudiants, d'ailleurs, sont partis chez ACI, ou GKN, NTN, etc., et sur toute la France, sur la simulation numérique, en général. Le freinage de la Mégane, hein, par exemple, c'est nous. Hein, voilà. Et également, on a fait une licence professionnelle autour des moteurs, pour former des techniciens motoristes qui se répartissent dans tous les domaines et aussi dans les grands groupes industriels français et étrangers. Donc au passage, on a eu des expériences assez surréalistes, puisque par exemple, on a aussi nous-mêmes délocalisé notre formation au Mexique, chez des Italiens, c'est Magneti Marelli qui a racheté GGR et qui travaille pour Volkswagen. Et on retrouve des machines avec des instructions en français, puisqu'elles étaient à Nantes avant, et elles ont été déménagées là-bas, des machines qui ont 20 ou 30 ans, et c'est nous, Français, qui formons du coup les gens. Voilà, à partir du Mans. Et donc ça c'est pour le volet enseignement, mais bon, par exemple pour le volet recherche, là aussi c'est pareil, il y a toute une culture à changer, parce que c'est plutôt des gens comme Volkswagen qui sont venus nous chercher, connaissant notre expertise, pour leur développer des produits nouveaux. Sachant que souvent pour les groupes comme Renault ou Peugeot, l'université en France ça n'existe pas. Alors que, alors il est vrai qu'on a été paupérisé, hein, au niveau des budgets, effectivement, on voit bien où sont passés les 140 milliards en question. Donc, certainement pas à l'université, et c'est dommage. L'austérité à l'université, en règle générale, c'est un très très vaste sujet sur lequel on peut faire un débat à part entière. On arrive quand même à faire des choses, mais en tout cas, effectivement, on est plus reconnu par l'étranger même que par les groupes français. Donc, même si, bon, ça marche quand même en partie. Donc on a développé effectivement au niveau de la recherche, cette fois-ci, par exemple, on travaille sur les conducteurs ioniques, qui sont les électrodes qu'on met dans les batteries, hein. Moi-même j'ai travaillé là-dessus, donc à l'université au Mans, hein, en lien directement avec les voitures de demain. On travaille également sur les électrodes pour les piles à hydrogène, parce que là l'hydrogène est une question qui n'a pas tellement été abordée. On travaille également sur les aimants pour les moteurs, pour les voitures électriques évidemment, mais aussi pour les voitures hybrides, et puis aussi les aimants qu'il y a dans tous les... Enfin, dans une voiture, vous avez 400 moteurs aujourd'hui. Donc on travaille là-dessus pour les alléger, les améliorer. C'est des recherches qu'on fait en lien direct avec l'insertion professionnelle. On a beaucoup de mal à trouver des budgets, on a beaucoup de mal à travailler, mais on forme les étudiants. Et je tiens à souligner aussi que la grande majorité de nos étudiants sont issus des classes populaires, c'est essentiellement des boursiers. C'est des gens qui sont passés par le bac pro, le BTS, licence pro, master, et qu'on arrive à sortir au niveau ingénieur, alors que souvent c'est des gens qui viennent de quartiers populaires, contrairement aussi aux gens des grandes écoles. Donc ça c'est aussi un témoignage, et on arrive à le faire avec beaucoup de difficultés, effectivement. L'austérité et la compétitivité sont généralisées. On doit se battre contre les universités voisines pour réussir à faire ça, avec un succès, je dirais, intermédiaire, parce qu'effectivement c'est très difficile. Donc, et au niveau de votre question sur les moteurs de demain, moi je dirais que tout est bon. Et par exemple, je prendrais aussi l'exemple de l'hydrogène thermique, sur lequel on commence à faire des recherches et de développement, on y croit aussi, parce que c'est aussi une solution, hein, garder le moteur thermique, mais alimenté avec de l'hydrogène. Donc ça pourrait être une possibilité. Et je pense qu'il faut... Enfin, la recherche, en général, on voit dans toutes les directions, c'est plutôt les industriels qui vont récupérer certaines choses qui marchent ou sont commercialisables. Donc nous, on va dans toutes les directions à la fois. Ça, c'est un peu, notre credo, on a toujours fait ça. Donc effectivement, le moteur de demain, oui, c'est toutes les directions. Et puis les grands esprits se rencontrent, c'est-à-dire que par exemple, un des projets qu'on a développé sur une dizaine d'années avec nos étudiants de la licence pro moteur, c'est un quadricycle léger au gaz naturel. Donc juste un peu au-dessus de la voiture sans permis, donc 80 km/h, en adaptant une voiture sans permis avec un moteur un peu plus puissant et tournant au gaz naturel. Donc ça coûte 5 000 €, ça consomme 1 litre au 100 et ça pollue pas localement. Donc on a fait un prototype et voilà, et c'est le genre d'idée qui pourrait être encouragé parce que voilà, pas besoin d'électricité, pas besoin de batterie, pas besoin de structure, etc. Et on recharge avec une bouteille de gaz, quoi. Merci. Passé ce premier tour de table, je vais avoir la lourde tâche de jeter un pavé dans la mare. Toutes les solutions sont bonnes, d'accord, mais pas assez. C'est-à-dire que face au rapport du GIEC, face à l'impératif d'agir face au changement climatique qui est un péril énorme pour notre espèce et pour la biodiversité en règle générale, on a l'impression que toutes les situations, toutes les solutions qui sont proposées sont bonnes mais pas assez. L'électrique c'est bien, mais bon, il faut des terres rares qui viennent de Chine quand même.
On a beau même relocaliser la production, les terres rares, elles viendront toujours de Chine. Les gaz naturels, ça fait aussi des émissions de gaz à effet de serre, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc de fait, est-ce qu'on n'est pas face à un moment où, quoi que l'on fasse, eh bien, la production automobile va devoir baisser, et que, eh bien, au final, in fine, il y aura de la casse socialement à cause de ça. Et Philippe Martinez veut réagir. J'avais dit que j'apporterais la contradiction, il faut bien que quelqu'un le fasse. Hein. Non, mais c'est une excellente question. Comme disait quelqu'un, je vous remercie de l'avoir posée. Premièrement, quand je disais qu'il faut sortir des clichés, je ne m'adresse pas à vous particulièrement, mais on a l'impression qu'il n'y a que la voiture qui pollue. La voiture pollue, et notamment les vieilles voitures. Faut-il rappeler que 43% des presque 40 millions de véhicules en France ont une vignette critère 3, 4, 5. C'est-à-dire que dans quelques mois ou quelques années, une voiture sur deux en France ne pourra plus rouler au moment des pics de production. Celles-là, il faut les changer. Mais au-delà de la voiture, ce qui pollue beaucoup, c'est les transports. Pas uniquement la voiture. Or, les transports, c'est quoi? Vous savez, c'est les camions qui remplacent le train. Il y a une ligne de chemin de fer qui passe à Codan, à la fonderie de Bretagne, qui marche plus, et la fonderie de Bretagne fournit l'usine du Mans, où il y a aussi une ligne de chemin de fer. Les camions, c'est quand même le résultat de logique d'industriels. Et les salariés de Renault le savent bien, mais dans l'industrie on le sait bien, pour éviter, parce que soi-disant les stocks coûtent trop cher, on préfère utiliser les camions qu'un train, où le volume est plus important. Mais quand on va fabriquer des pièces, pas du lithium pour les batteries, hein, des pièces. Vous voyez, les camarades de la SAM dans l'Aveyron me disaient, ils fabriquent des pièces qui vont à Valladolid chez Juan. C'est 800 km. Eh bien, Renault veut les faire fabriquer en Roumanie. C'est 2500 km. C'est autant de camions supplémentaires. Et ça coûte plus cher, évidemment. Donc, il faut, évidemment, il y a ce qu'on dit sur la voiture, un mix, et puis on en apprend tous les jours quand on croise des chercheurs. C'est pour ça qu'il faudrait utiliser plus d'argent pour trouver, et non pas pour chercher de l'argent pour financer leur trouvaille. Mais il faut se sortir de cette logique que c'est facile de culpabiliser les automobilistes qui ont une voiture de 20 ans parce qu'ils n'ont pas les sous pour la changer, pendant qu'on laisse Renault, Peugeot et d'autres délocalisés à l'autre bout du monde en disant on n'y peut rien, c'est comme ça et c'est pas autrement. Donc je pense qu'il faut remettre dans le contexte, et puis il n'y a pas que les transports qui polluent, mais comme on est là pour parler des voitures, je ne développe pas. Donc là aussi il faut remettre les choses dans leur contexte, et je pense donc qu'au-delà de la logique uniquement voiture, premièrement c'est comment on évoque l'ensemble de la mobilité, mais vous en avez parlé, et les transports en commun, le train, le vélo évidemment, pour les mobilités dans les zones urbaines. Et donc ça c'est important. Comment on relance les transports en commun, non seulement en zone urbaine, mais au-delà. Et donc ça c'est essentiel. Mais si on ne traite pas les questions d'organisation du travail, donc les conditions de travail, eh bien on aura du mal. Et puis dernière chose, j'ai croisé un jeune l'autre fois qui m'a dit c'est vachement bien la proposition de la CGT de travailler moins, de travailler 32 heures. Premièrement parce qu'on se repose plus, et puis c'est super pour la planète. Parce que on va plus au boulot, on fait d'autres choses, et on peut faire d'autres choses qui permettent de ne pas polluer. Donc les mesures sociales, surtout dans l'automobile, puisqu'on y travaille, eh bien c'est aussi bon pour la planète. On fabrique moins de voitures, eh ben, on travaille moins, et on est payé autant, puisqu'on sait qu'il y a beaucoup d'argent qui sont donnés aux actionnaires. Vous vouliez faire un complément, Fabien Gage, mais très rapide s'il vous plaît, parce que on a déjà eu un simplement, point de vue c'est de la que CGT. le problème de fond, y compris sur les questions de pollution, on pourra en discuter assez longtemps sur l'absence d'investissement réel sur les filtres qui existent, enfin bref. Le problème de fond, c'est que les choix qui sont faits en termes d'investissement, de recherche et développement, ne le sont qu'en fonction de ce qu'ils apportent en termes de marge.
et que les choix d'industrialisation le sont de la même manière, comme de toute façon, y compris les fonds publics. Donc la question de fond, c'est est-ce qu'aujourd'hui, la question fondamentale auquel on devrait les uns et les autres s'attacher, c'est les critères de choix. Est-ce que les critères de choix en recherche et développement, en investissement, etc., ne devraient pas d'abord de prendre en considération l'apport sur les questions sociales? En quoi investir dans telle technologie répond aussi à une problématique sociale? En quoi investir dans telle technologie répond à une problématique environnementale? En quoi l'investissement qu'on va faire répond aussi à une problématique en termes d'aménagement du territoire? Je crois que c'est cette question-là qu'il faut poser. On ne peut pas demander à un œuf, à une vache de pondre des œufs. Ce que je veux dire par là, c'est que vous dites que l'intérêt, c'est la marge, que tout était pensé en fonction de faire de la marge. Et c'est normal, une entreprise privée, son objectif, c'est de dégager de l'argent, pas de penser au bien de ses salariés ou pas de penser au bien de l'environnement. Donc, le problème, en fait, c'est quoi? C'est le capitalisme, alors c'est à ça qu'il faut agir. Et je vais passer la parole au membre du Parti communiste qui est avec nous. Bah oui, quand même. Parce qu'aujourd'hui, on a tout laissé au privé. Tout. Nos services publics qu'on a largement privatisés, mais la production a été entièrement laissée au privé. Renault a été une grande entreprise publique. Et vous êtes d'accord que le privé, son but, c'est de faire de l'argent? Et si on laisse tout au privé, on est privé de tout, mais on est privé aussi de nos choix, de choisir comment on veut produire. On ne peut pas laisser au capital le soin de choisir les moyens de production, de consommation. Aujourd'hui, ce qui coûte cher, c'est pas le coût du travail, c'est le coût du capital. C'est le capitalisme qui fait mal aujourd'hui, qui crée le chômage, mais qui aussi contribue à la situation que nous vivons, dans l'urgence écologique dans laquelle nous sommes. C'est eux qui ont épuisé autant les hommes, les femmes, que la planète. C'est bien pour ça qu'il est urgentissime de reprendre le pouvoir sur nos moyens de production, sur l'utilisation de l'argent. C'est pour ça que la première mesure que je cite, c'est celle de redonner un pouvoir d'intervention aux salariés dans les entreprises. Parce que c'est d'abord lui qui est le mieux à même de dire comment il peut organiser son travail dans son atelier, et c'est pas quand bien même l'État serait actionnaire. Quand bien même l'État serait actionnaire, c'est quand même celui qui est directement concerné qui peut dire quelles sont les meilleures conditions de travail. Mais c'est aussi le salarié qui peut agir sur les choix industriels et peser sur les choix de l'actionnaire, du capital. Je ne suis pas pour tout étatiser, justement. Et là, le MEDEF, il va vous dire, oui, mais dans ce cas, nous, nos entreprises, elles partent. Ah ben, le MEDEF peut dire, le capital peut dire, il s'en va, mais je ne vois pas, moi, un industriel, faire une croix sur un pays, un marché de 68 millions d'habitants, ce qui résonne en termes de marché, où il y a tant de besoins auxquels on doit répondre. Et d'ailleurs, eux, la question environnementale, ils la prennent, les capitalistes. Et ils veulent apporter une réponse, mais une réponse à leur sauce, c'est-à-dire en gagnant de l'argent. En gagnant de l'argent sur des nouveaux véhicules hybrides, écologiques, d'accord, mais comme vous l'avez expliqué Fabien et Philippe, ils coûtent toujours plus cher, parce qu'ils ont des exigences de rentabilité sur ces véhicules qui répondent aux logiques de l'actionnaire et pas aux besoins du pays. C'est pour ça qu'on a besoin de véritablement reprendre le pouvoir sur ces choix industriels, et pas seulement au niveau de l'État, au niveau même des salariés et des élus locaux. Et une région, elle a le pouvoir d'intervenir là-dessus. Et d'ailleurs, mes camarades que je salue, qui sont là, dont le maire d'Allonne et Saïda Safir, qui est sur la liste ici de Guillaume Garot, ils portent cette proposition d'avoir un comité régional qui veillera à l'utilisation de l'argent public. Et nous pouvons utiliser la région comme étant la loupe par laquelle l'argent public, qu'il soit de l'État ou de la région, eh bien, est surveillé et dirigé vers la production, l'emploi, la relocalisation, etc. Il faut que nous prenions véritablement le pouvoir sur l'argent. Salariés, élus locaux, représentants des salariés,
Nous devons oser dire que ces richesses et la manière dont nous les produisons nous appartiennent aussi. C'est ça la grande révolution, c'est vraiment une question démocratique, on ne peut plus leur laisser la main. C'est eux qui nous conduisent aujourd'hui à l'abîme, tant en termes de chômage que de catastrophe écologique. Nous sommes dans la décennie où nous devons prendre des décisions importantes. Et donc modifier nos rapports, modifier les modes de production, il n'y a que nous qui pouvons décider de le faire ensemble, au niveau des travailleurs. Merci. Vous avez raison de dire que les entreprises privées prennent en compte cette dimension écologique, mais le font à leur façon, à leur rythme et en pensant au profit d'abord. Il y a l'ONG Transport et Environnement qui vient de faire paraître un rapport qui dit que les objectifs qui ont été fixés par l'Union européenne aux constructeurs automobiles en matière de transition environnementale ne seront pas tenus selon la façon dont les constructeurs automobiles se comportent pour l'instant, à l'exception notable de Volvo et Volkswagen, visiblement, qui sont pour l'instant dans les clous. Donc on voit bien que si on leur force pas un petit peu la main, a priori les objectifs ne seront pas tenus. Je vais aller vers Pierre Carré, puisque j'insiste un petit peu par rapport à ma question de tout à l'heure sur le c'est bien mais pas assez. Vous le savez, c'est pas un cliché, les militants écologistes sont très attachés au vélo, sont très attachés à l'intermodalité. Il y a de nombreux collectifs autour de votre parti, notamment. Je pense à des collectifs qui peuvent agir sur l'environnement comme Alternativa, etc. Et vous les voyez, ces militants, vous voyez le discours qu'ils tiennent sur la voiture et sur le fait que c'est jamais assez et que face à l'impératif de changement climatique, il va falloir arrêter à plus ou moins longue échéance ce modèle-là. Qu'est-ce que vous répondez, vous, là-dessus ? Je réponds que de toute manière, il va effectivement falloir changer les choses. Il est aujourd'hui hors de question que l'on continue de la même manière. Et là, je parle pas, même si vous êtes climato-sceptique, que vous pensez que le changement climatique n'existe pas et que les 32 degrés qu'on a aujourd'hui au Mans sont tout à fait naturels. Si vous pensez que l'écologie ne fait que rabâcher des vieilles lanternes et que ça n'a aucun intérêt, dans tous les cas, même des écolos avec des petites fleurs dans les cheveux comme l'Agence internationale de l'énergie, et je vous assure que c'est pas vraiment des rigolos et c'est pas des gars qui se retrouvent autour d'un feu de camp tous les 4 matins, ils ont dit que le pic de pétrole conventionnel a été passé en 2008, que le pic de pétrole, en comptant le gaz de schiste, dont l'impact environnemental est quand même catastrophique, il suffit que vous alliez voir aux États-Unis ce que c'est que le pétrole de schiste, ce sera passé en 2024 ou en 2025. Donc là, il y a eu un espèce de sursis avec ce pétrole de schiste qui est une catastrophe environnementale. Et donc, il ne faut pas se leurrer. Les dernières gouttes de pétrole, moi je suis agriculteur, j'espère qu'elles seront dans un tracteur dans 2 ou 3 siècles et qu'on aura bien fait attention parce que c'est une énergie qui est assez fabuleuse, le pétrole, hein, quand on doit la stocker. Mais j'ai maintenant un petit peu peur qu'elle soit plutôt dans les ailes d'un Rafale ou d'un MiG quelque part au-dessus de la Syrie ou de l'Irak dans les années de 2070-2080. Donc le pétrole, c'est fini de toute façon. Voilà. Donc après, on va pouvoir certainement produire d'autres carburants, mais ce sera aussi au détriment de quoi ? Au détriment de la production alimentaire. Si on le fait, on nous a parlé des biocarburants, en utilisant à dessein le mot de bio comme si c'était de l'agriculture biologique. Donc les agrocarburants industriels ne seront pas non plus une solution. Donc il va falloir certainement aller vers une meilleure... vers des systèmes différents. Et aujourd'hui, quand on construit des véhicules, des SUV, dont M. Martinez parlait tout à l'heure, les SUV à 2 tonnes pour transporter un bonhomme de 80 kg, excusez-moi, mais là, on est certain qu'on ne va pas dans la bonne direction. Donc la réflexion qui doit se tenir, c'est une réflexion globale. Et c'est pour ça que nous, on propose aussi en septembre, donc là, dans quelques semaines, des états généraux de l'automobile qui se tiendraient en Pays de la Loire, pour réunir tous les acteurs de la filière automobile, pour réunir également les acteurs des mobilités et décider ensemble de pistes pour aller vers des solutions qui soient bonnes pour tous, pour les citoyens, pour les travailleurs et pour la planète. Philippe Martinez, vous vouliez réagir ? Oui, je voulais réagir parce que on fait une expérience à la CGT avec des ONG et des associations et ce que moi je constate, c'est que on avait des clichés, comme vous mordez le trait à chaque fois, mais c'est votre boulot,
Merci de le reconnaître. Non, je salue vos compétences. Je suis syndicaliste. Mais c'est pas à moi qu'il faut demander l'augmentation de salaire. Je disais donc on a croisé des expériences. Là. Les ONG, associations environnementales, on les caricature en disant ils s'occupent que des petites fleurs et ils s'occupent pas du reste. Et puis nous, on nous caricature, on s'occupe que du boulot, des industries, on s'occupe. Et ben on a décidé de se parler. C'est vachement bien quand on se parle. N'est-ce pas? Parce que ça évite les préjugés, ça évite d'écouter ce que disent les autres sur nous. Vaut mieux échanger. Et on a fait le constat, et c'est ce qu'on en déduit, c'est que le social et l'environnemental, c'est indissociable. Donc il faut trouver des solutions qui préservent et la planète et l'emploi. Et moi, mon expérience, donc c'est les cités Alternativa, ils sont dans ce collectif, Greenpeace, Attaque, etc. Et ben je pense que, et là je vous envoie une petite pierre dans votre jardin, à tous les deux là-bas, je pense que c'est ce qui manque en politique. C'est plutôt que de rester sur des schémas dans son pré carré, je dis pas ça pour le pré, hein, pour l'agriculteur, mais plutôt que de rester dans son pré carré, il faut se parler. Parce que si on ne se parle pas, on n'a aucune chance de trouver ensemble des solutions qui permettent de sortir la planète du danger qu'elle court, mais y compris qu'on n'oblige pas les salariés à avoir le choix entre sauver la planète et perdre leur boulot. Parce que ça, c'est un choix très difficile à faire. Et c'est bien ce qu'on fait ce soir, se parler justement à l'initiative de la CGT. Oui, vous vouliez réagir également, Monsieur Calverac? Oui, à ce propos-là d'ailleurs, on propose aussi de la formation continue et je crois que c'est là-dessus aussi qu'il faut miser. C'est-à-dire que dans ce que peut faire la région, elle peut aussi aider les gens à se reconvertir, parce que forcément il y a des jobs qui vont disparaître à cause de cette transition écologique, du changement. Et donc l'idée c'est aussi d'assurer une formation continue des adultes, et à condition aussi d'être soutenu pour le faire. Et moi j'ai constaté dans mes formations que c'est plutôt, moi je vais arriver plutôt des gens de chez Audi par exemple qui font ça. On ne dirait pas forcément que justement que les constructeurs français ont bien saisi cette urgence et proposent donc à leurs salariés aussi de se former aux technologies les plus récentes ou de changer carrément de profession par rapport... parce qu'on retrouve en fait les moteurs, on peut arrêter le véhicule thermique, mais les moteurs, il y en aura par exemple dans des dispositifs de récupération d'électricité, par exemple des dispositifs à vapeur, et on retrouve toutes ces compétences de moteur, de fabrication, etc., ou les fameux méthaniseurs, etc. On retrouve là-dessus toutes ces compétences de l'automobile, même s'il y a une transition de l'automobile vers l'électrique, par exemple. Et donc ça, là-dessus, effectivement, la région peut nous aider aussi à former, à faire cette transition, soit par l'apprentissage, l'alternance, ou la formation de public adulte. Fabien Roussel, la loi d'orientation des mobilités a fixé une date pour la fin des voitures à énergie fossile carbonée à 2040. Ça peut sembler loin, mais à l'échelle industrielle, c'est quand même relativement proche. Est-ce que c'est quelque chose que vous maintiendrez? C'est quelque chose qu'il faut adapter? Comment on fait? Bon, tout à l'heure, j'ai pas répondu à tout ce que je ferais si jamais demain j'étais en responsabilité, parce que j'ai voulu donner la priorité à la question des pouvoirs d'intervention des salariés dans les entreprises. Mais je partage les propositions que vous défendez, que défend la CGT sur cette question des moteurs. Et pour ma part, je ne suis pas favorable à mettre fin à tout ce travail et de recherche et de nos outils de production concernant les moteurs thermiques. Et je suis concerné puisque dans le Nord, nous en faisons. Et j'ai aussi rencontré les chercheurs du CEA à Grenoble qui expliquent que l'on peut faire des voitures aujourd'hui électriques beaucoup plus polluantes que des voitures à moteur thermique. Tout dépend effectivement de la localisation de la production, mais aussi on peut avoir un moteur demain même à hydrogène, mais utilisant des piles à combustible produits par des centrales à charbon. Et ce qui est donc de l'hydrogène nul. Voilà, l'hydrogène, il faut qu'il soit fait avec de l'électricité verte. Et donc, tout ça, on doit y travailler. Et je trouve extrêmement dommageable de faire une croix
sur tous les travaux, la recherche qui a été faite sur les moteurs thermiques, qui fait qu'aujourd'hui, les particules sont extrêmement fines dans ce domaine. En revanche, il y a des particules qui sont polluantes et nocives pour la santé, c'est celles provoquées par le freinage sur les véhicules. Et il y a une entreprise à Paris, une start-up, qui a mis au point un système qui récupère ces particules qui sont nocives pour la santé. Donc celle-là, ce travail-là, il faut le récupérer et pouvoir l'intégrer dans les véhicules. Donc moi, je ne suis pas pour mettre fin, comme c'est demandé, à la production, au travail de recherche sur les véhicules thermiques. L'objectif, ça doit être des objectifs de santé publique et environnementaux. Et on voit bien qu'il y a des moteurs thermiques qui répondent à ces exigences-là. Maintenant, concernant le débat que nous devons avoir entre responsables politiques, auquel appelle Philippe, mais il est perpétuel, continuel ce débat, puisque d'abord, entre forces politiques, nous siégeons ensemble, pour beaucoup à l'Assemblée nationale, au Sénat, et donc nous avons des combats communs ou pas sur certains sujets. Donc nous sommes en discussion perpétuelle, et nous avons aussi, si nous avons des points communs, nous avons des divergences. Et comme on parle ici de la production industrielle, nous avons un point de divergence sur la production énergétique. Et aujourd'hui, si on veut avoir des biens produits en France le plus décarboné possible, il nous faut une énergie décarbonée le plus possible. Et l'énergie nucléaire est l'énergie la plus décarbonée possible qui existe. Et je préfère, moi, avoir des biens de consommation produits à partir de cette électricité-là que des produits issus d'autres pays et produits avec de l'électricité venant de centrales à charbon, hyper polluantes. Il faut être cohérent quand même. Et quand on produit de l'acier en France, d'ailleurs on n'en produit plus de l'acier, pratiquement plus. Le peu qui reste, aujourd'hui, ils se battent pour le garder. On a tellement délocalisé que ça vient de très très loin, qui fait qu'on a des hausses de prix de matières premières horribles, et notamment sur l'acier. Même nos couverts, les fourchettes et nos couteaux, ils sont faits dans les pays où on mange avec des baguettes, pour vous dire. Bon, c'est quand même un sujet, quand même. Même ça, on pourrait le produire ici. Hein? Eh ben, on ne fait même pas, ça. Eh ben, la production d'acier, c'est hyper consommateur d'électricité. La fonderie de Saint-Claude dans le Jura, elle paye, si les salariés étaient actionnaires de leur entreprise, ou s'il y avait un industriel qui reprenait cette entreprise demain, la facture d'électricité, c'est 100 000 € par mois. Par mois. C'est excessivement cher. Et donc, si on veut, y compris, rendre notre pays attractif, pour relocaliser l'activité, au lieu de dire c'est les salaires qui coûtent cher, c'est les cotisations qui pèsent, moi je suis pour baisser les charges, pas les cotisations. C'est pas une charge, les cotisations. Ça finance notre sécurité sociale et notre retraite, l'accident du travail, etc. Non, mais il y a des charges qui pèsent. Il y a des intérêts bancaires, il y a les assurances. Et par exemple, l'électricité. Nous pourrions faire un choix de réindustrialiser le pays en proposant aux industriels qui viendraient s'installer une électricité décarbonée et pas chère pour les inciter à investir ici et justement baisser les coûts de production. Juan Blanco, vous vouliez réagir rapidement et puis ensuite je vais me tourner vers le public. Ah, oui, et puis je pense en effet que Pierre Carré aura aussi a envie de réagir aussi. Bah, ouais, d'accord, Pierre Carré en premier et puis juste en tac au tac. Et du coup, ça me fait toujours plaisir d'être à côté de Fabien Roussel dans ce genre de situation. Je connais bien Dieppe, Sébastien Jumel, maire de Dieppe, que tu connais aussi. Et c'est le sujet de divergence. Hein. Ils mènent la ville avec les écolos. Ils sont ensemble. Sébastien Jumel, qui est député communiste aussi. Député communiste et maire de Dieppe. Une ville de l'automobile, hein, où il y a l'usine alpine. Et bien sûr, c'est un des points de divergence sur le nucléaire. Là, on a des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord. Et heureusement d'ailleurs, hein, je pense que c'est ça qui fait la beauté du débat démocratique. Voilà, je voulais juste réagir brièvement là-dessus. Merci. Juan Blanco. Oui, seulement deux minutes pour dire le suivant, comme un syndicaliste aussi. Et la condition sine qua non pour la transition énergétique juste, c'est récupérer la centralité du valeur du travail. Parce que seulement la considération collective de la régulation du travail donne à la société
d'un caractère d'intérêt collectif, pas individuel, pas basé seulement sur le pouvoir, comme se dit codifier en français. Codifier. Oh. Non, le goût personnel, le pouvoir personnel de les élites, c'est en condition sine qua non. Parce que tous les processus que c'est dans le design des grandes entreprises transnationales, c'est la question de la rentabilité et l'actionniste dans la front, comme il nous a signalé Philippe antérieurement. Sans la centralité collective, il n'y a pas futur pour la planète, parce qu'il sera la dispute entre différentes positions individualistes, entre différentes positions d'identité, pas de classe, pas collectif, des groupes très intéressants, très progressifs, et avec tout le respect. Mais la récupération de la centralité du valeur travail, c'est clé dans ces moments de transformation structurelle des systèmes, parce qu'il ne s'agit d'une question technique. L'histoire nous montre le suivant. Avec la même technologie, est possible différentes formes d'organisation de travail, différentes formes de traiter à la genre humaine. Avec la même technologie, dans toute l'histoire, le taylorisme, le fordisme, le toyotisme, etc., etc., etc. Et dans le futur, il sera le même. Et les valeurs collectives du travail, il sera, je crois, un signal clé pour ça. Codicia, c'est la cupidité. Voilà, c'était ça le mot que vous cherchiez. Ce que je propose, donc, levez la main dans le public si vous voulez poser une question. On va vous emmener un micro. Et pendant ce temps-là, Fabien Roussel fait une réaction rapide. Je voulais dire aux camarades espagnols que justement, le combat que nous devons mener pour l'industrie automobile ne doit pas être seulement un combat national pour la France. Ça doit être un combat européen. Nous sommes, nous, internationalistes. Et les travailleurs espagnols, comme les travailleurs français, comme les travailleurs roumains, polonais, ils font tout pour nous opposer, nous mettre en concurrence. Et donc, il faut mettre un critère de dignité humaine, de combat pour nos droits sociaux au cœur des exigences. Et nous devons les mener ensemble. Nous avons les mêmes intérêts à défendre. Gracias, compañeros. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Moi, je voulais juste un peu rebondir sur les propos à la fois de Fabien et de Philippe, notamment sur l'électrification des véhicules. Quel Fabien? Fabien Gache. Ok. Pardon. L'électrification des véhicules, aujourd'hui, ça amène à un très gros problème de volume aux fonderies. Ce que la population, elle doit comprendre, c'est par exemple la fonderie de Bretagne, ils produisent essentiellement pour la conception de châssis. On a une fonderie à Châteauroux, ils font des jantes de voitures. Donc, qu'on ait une voiture en bois, une voiture électrique ou une voiture thermique, elle aura toujours besoin de jantes. Autre point, quand on parle d'écologie, il faut savoir qu'il y a une étude qui a été faite. Si la production de la fonderie de Châteauroux part au Maroc, c'est 100 000 tonnes de CO2 de plus par an. Et ça, à l'heure où on parle d'écologie, je pense que c'est un non-sens. Au même titre d'ailleurs, mais ça n'a rien à voir avec l'automobile, mais quand on ferme Fessenheim et qu'on a 80% du Grand Est qui est chauffé à la centrale à charbon, ça pose aussi question. Moi, je pense qu'à la CGT, on doit revendiquer un statut social pour tous les salariés, qu'ils soient de France, de Pologne, d'Italie. Ça évitera aux tauliers de nous mettre en concurrence les uns aux autres. Je pense qu'on doit avoir une motorisation adaptée aux besoins de l'usager. On ne se déplace pas pareil quand on habite au Mans ou quand on habite à 40 bornes à la campagne. Moi, je suis de Caen, par exemple. Je suis qu'à 12 minutes, je suis qu'à 12 km de Caen. J'ai un bus toutes les 2 heures. Donc, il y a aussi une réflexion sur la mobilité en général, sur le fret, comme le disait Philippe. Alors, je finirai aussi. Alors moi, je pense qu'il est urgent d'équilibrer les volumes. On a des pays où les salariés, ils travaillent quasi 7 jours sur 7, parfois plus de 10 heures par jour, quand en France, on subit le chômage partiel. Et ça me paraît être un élément qui est très très important. Je pense qu'il faut produire au plus près d'où on vend. Ça, pour l'écologie, ça me paraît primordial.
Et puis la question de fond, c'est à l'heure où on parle de circuit court, où il y a eu le Covid, quelle doit être la finalité d'une entreprise? Est-ce que c'est de faire du fric ou de répondre aux besoins d'une population? Merci. On va pas retendre le micro tout de suite à nos invités parce que c'était plus une intervention avec laquelle je pense qu'ils sont d'accord qu'une question. D'autres réactions dans le public avant ça ou questions, surtout dans le public? Je peux? Oui, je voulais intervenir sur un sujet qui m'inquiète beaucoup aujourd'hui. Personne n'en parle. Personne n'en a parlé. C'est sur le rôle de la paix dans le monde. Là, il y a de l'écologie aussi à faire, importante. Quand je vois le sous-marin qu'on a fait nucléaire, là, et le prix qui coûte, pour qui, pourquoi? C'est des engagements avec un budget militaire de l'armée très important pour démolir, détruire, tuer des gens. Alors qu'à côté de ça, le service de la recherche contre certaines maladies très graves, il n'a même pas les moyens de la recherche. Je viens de vivre dans le domaine d'une maladie, ils ne savent pas comment elle vient, comment elle s'en va. Et pendant ce temps-là, M. Macron, je le cite, fait un budget militaire important, très important, bien au-dessus de ce qui devrait être, et bien en dessous pour la recherche. C'est bien en dessous pour la recherche. Et ça, c'est un rôle important aujourd'hui. Pour nous tous qui sommes ici, c'est l'avenir. L'avenir, c'est la recherche pour la santé et pour la paix. Et j'aimerais bien que dans les différents intervenants, on aborde ces problèmes de la paix. Quand je vois tout ce qui se passe, toutes les personnes qui sont tuées et qui n'avaient pas besoin de subir ces choses-là, le subissent. Pour qui? Pourquoi? Pour l'intérêt des mêmes gens qui aujourd'hui, nous grugent avec leurs moyens. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et je voudrais bien que les partis politiques interviennent aujourd'hui dans ce cadre bien précis. Merci. Alors, je suis sûr que Fabien Roussel, il serait très heureux de parler pendant 2 heures de la politique de défense de la France, de l'armée. Philippe Martinez aussi aurait des choses à en dire. Et voilà, Florent Calvérac aussi voulait intervenir sur le sujet. Mais on va essayer de rester centré vraiment sur la question automobile, qui est le thème du jour. Je vous invite à aller voir sur le site du Parti communiste. Je suis sûr qu'il y a des choses qui ont été écrites sur les questions de la défense, qui est en effet une question très, très importante. Il n'est pas du tout question de dire que c'est pas important, bien au contraire. Merci du coup pour cette intervention. On a Gilles Leproust, maire communiste d'Allonne avec nous. Bonsoir Gilles. Bonsoir à toutes et tous. Non, plutôt un témoignage sur, et notamment sur des questions qui étaient posées par les différents intervenants sur comment les convergences entre les luttes, les propositions des salariés de l'automobile, les élus, dans les instances où ils sont élus, et plus largement la population. Il a été évoqué la question des aides aux entreprises, par exemple de collectivités. La région, bien sûr, mais on a été aussi confronté ici, moi je suis aussi conseiller départemental et vice-président de mon métropole, à des demandes de financement importants pour Renault Le Mans, aussi bien du département et de mon métropole. Et quand cette question a été posée, le groupe des élus communistes et républicains, dans ces 2 instances, a eu le réflexe d'entrer, d'aller rencontrer les organisations syndicales, le comité d'entreprise, pour voir comment, y compris, on pouvait articuler et expliquer et intervenir dans l'enceinte, c'est-à-dire que ce ne soit pas uniquement une déclaration de principe, mais plus sur un travail de cheminement et de construction pour qu'effectivement des critères soient mis dans les collectivités. Alors moi je suis élu, j'ai toujours voté contre les subventions pour les entreprises multinationales. Qu'on ait les TPE, les PME pour une collectivité, ça me semble complètement juste, avec quand même des critères, il y ait vraiment et de la formation et de la création d'emplois, y compris être attentif aux conditions de travail. Mais pour les très grandes entreprises comme Renault, quand on sait qu'à la fin de l'année, des sommes astronomiques partent aux actionnaires, c'est l'immoralité. Et je pense qu'effectivement, de ce point de vue-là, plus il y a d'élus dans les différentes collectivités qui portent ces questions-là, plus on pourra travailler les convergences avec les organisations syndicales dans leur diversité et avec les habitants. Moi, je suis maire d'une ville qui est née
qui existe depuis très longtemps, mais qui est passé de 1200 à 16 000, enfin à 15 000 à l'époque, lié à la construction Renault qui avait 12 000 salariés. On était de l'autre côté de la rivière en face de chez Renault. Et donc, le fait que Renault soit aujourd'hui à 2500 salariés, eh bien ça a des conséquences fortes pour la ville d'Allonne. C'est qu'aujourd'hui, c'est plus les salariés de Renault, c'est plus les salariés des sous-traitants qui y habitent. C'est des femmes et des hommes qui y habitent, qui recherchent du travail. Et donc la question qui est posée pour les politiques, pour les organisations syndicales, avec les habitants, c'est comment on crée des mouvements, des batailles pour, y compris, poser la question du recrutement. La CGT, y compris dans ce département, a fait plusieurs bureaux d'embauche, et moi je les en remercie, parce que ce que souffrent nos quartiers, nos villes populaires, c'est le fait qu'il n'y ait pas d'emploi, il n'y ait pas d'argent qui rentre dans la maison et qu'ils ne puissent pas vivre décemment. Voilà, donc c'est simplement un témoignage, et que je pense qu'on a vraiment, à la veille de scrutin, d'y être attentif et effectivement de se doter d'élus qui portent ces questions-là, parce qu'on voit bien qu'une série d'élus, effectivement, c'est on donne chèque ouvert, sans aucune garantie, et au bout du bout, c'est le citoyen dans sa diversité qui est pénalisé. Merci beaucoup. Je ne sais pas si quelqu'un veut réagir là-dessus, mais à mon avis, il y a un accord, un consensus aussi sur ce qui vient d'être dit. On va aller vers la conclusion de ce débat, mais avant ça, est-ce que d'autres personnes veulent... on peut prendre encore deux interventions, par exemple, dans le public. Après, il ne faut pas se limiter, hein, s'il y a quelqu'un qui vraiment veut faire une troisième. Bonsoir messieurs, j'aurais voulu savoir ce qu'est la voiture de l'avenir pour vous tous. La voiture de l'avenir. La réponse, elle avait été un petit peu faite déjà, hein, sur c'est l'intermodalité de toutes les propositions qui ont été faites, mais du coup je vais me retourner vers Florent Calvera, qui vraiment est du point de vue technique et qui est au cœur des publications scientifiques sur le sujet. Oui, pour moi effectivement, de toute façon l'optimum de l'utilisation de l'automobile, c'est entre 10 et 300 km à peu près. C'est-à-dire qu'au-delà de 300 km, il faut prendre le train jusqu'à 1000, et après il faut prendre l'avion, même si l'avion effectivement du point de vue écologiste peut-être c'est à limiter. Mais voilà, l'automobile c'est entre 10 et 300 km, et quand on regarde ce qui est optimum, effectivement jusqu'à 100 km c'est peut-être le quadricycle à moteur, là, enfin, qui va jusqu'à 80 à l'heure, qu'il soit électrique ou thermique. Au-delà de 100 km, entre 100 et 300 km, c'est vraisemblablement le véhicule thermique, mais il faut pas... Enfin, effectivement, le côté SUV, qui est même pas tout-terrain, c'est complètement absurde. Juste parce que les gens veulent se sentir plus puissants. Enfin, quand on y réfléchit, c'est complètement stupide. Mais l'idéal, effectivement, c'est une voiture qui soit basse, qui soit aérodynamique, qui soit légère. Et ensuite, voilà, on pourrait arriver même de nos jours à une consommation de peut-être 3 litres, sur même en diesel ou essence. Et non... parce qu'on a fait monter à 2 tonnes, 2 tonnes 5, c'est complètement absurde. Donc en fait, il faudrait arriver à un véhicule qui pèse thermique, qui pèse 1 tonne peut-être, et qui soit aérodynamique, léger, pour faire entre 100 et 300 km. Parce que c'est là où la voiture se justifie, parce que là, effectivement, on gagne du temps et du confort par rapport à prendre le train. Mais ensuite, il faut effectivement prendre... Moi, je vois ça comme ça, hein. Et quitte à le louer. Et c'est là-dessus qu'il faudra aller, mais effectivement les constructeurs, parce qu'il y a une marge de profit plus importante, vont pas privilégier ce genre de véhicules, ils vont privilégier des véhicules soit plus sportifs, soit des SUV. Après, donc, là où il y a une les petites voitures, ça a ses limites quand on a une grande famille par exemple. Oui, bien sûr, mais après, voilà. Mais typiquement en dessous de 5 km, effectivement, on peut peut-être se déplacer autrement qu'en voiture. Et quand on a les retours de nos étudiants qui analysent les retours clients chez le constructeur, ils sont consternés par ce qu'ils voient dans les puces. La voiture retourne en panne, hein, même au central chez Peugeot ou quoi, et quand on voit l'historique d'utilisation, c'est n'importe quoi, des véhicules diesel qui font 1 ou 2 km par jour. C'est pas étonnant qu'ils soient en panne. Donc c'est... La question de l'obsolescence programmée, c'est un véritable problème, hein, quand on voit en effet que les voitures se cassent beaucoup plus vite qu'avant. Maintenant, c'est un problème sociétal, et c'est pas que pour les voitures. Vous vouliez réagir aussi, Pierre Carré, et ensuite dernière réaction. Ouais, on a encore 3 personnes dans le public. Bon, bah alors rapidement, et ensuite on conclut. Non, mais bien sûr, la question de l'obsolescence programmée, c'est absolument c'est un scandale, et ça retombera sur le dos, j'espère, de ceux qui ont pris ces décisions par le passé. La voiture de l'avenir, c'est peut-être aussi une voiture qui sera modulable, entre guillemets. C'est une voiture qui, comme les téléphones de type Fairphone, pourra se réparer facilement. Et c'est peut-être vers ça aussi qu'on pourra aller. Moi, j'ai travaillé dans des pays africains, ils ont des 4L ou des 2 chevaux qui consomment 2 litres, qui ont été produites pour les 4L dans les usines Renault dans les années 50-60. Et les gars, ils arrivent royalement à leur 2 millionième kilomètre avec ces voitures-là en les réparant.
Donc il y a quand même moyen aujourd'hui d'avoir des voitures qui vont pas être limitées à 200 000 km. Vous aimez bien les 4L, décidément. On a remarqué. Alors, il y a 3 questions dans le public. Je propose qu'on les prenne les 3 d'un coup. On fait un bloc, et comme ça, ensuite, on termine avec la réaction sur l'estrade, et puis on conclut la soirée. Merci à toutes et à tous. Voilà, alors, monsieur. Bonjour. J'ai juste une petite question sur la définition de la mobilité au XXIe siècle. La crise de Covid l'a énormément modifié. Le télétravail, c'est-à-dire lorsqu'un entrepreneur décide d'investir dans une entreprise, l'arrivée du Covid fait qu'il y a certaines entreprises qui sont en train de déployer le télétravail. Donc si on déploie le télétravail, automatiquement on a moins de transport. Et aujourd'hui, on est en incapacité de savoir quel type de métier aura besoin de se déplacer. Il ne faut pas oublier, deuxième remarque, moi je suis un partisan du vélo, il y a au-delà de 10 km, et le train est tout à fait concurrenciable aussi. À partir de 10 km, c'est juste une volonté de faire un véritable service public de transport ferroviaire, et non pas comme le souhaite l'Europe, que pour développer le transport ferroviaire, il faut une mise en concurrence des entreprises. Et donc on oublie que le monde ouvrier se déplaçait exclusivement à vélo. Et du jour au lendemain, on a décidé, via une politique d'État, de développer la création d'autoroutes et ainsi de suite, du périph'. Et on voit bien ce qui se passe en région parisienne, c'est que les infrastructures routières sont saturées parce qu'on ne sait plus comment modifier ces infrastructures routières. Et là, c'est un véritable problème qui arrive. Comment modifier les infrastructures ferroviaires et routières pendant qu'elles sont utilisées? Voilà. Merci. Par contre, pour le nucléaire, je suis désolé, on ne sait pas gérer les déchets. Bon, et on ne saura jamais les gérer. Parce que c'est quand même gonflé de dire à la génération de dans 1000 ans, démerde-toi avec les déchets. On va pas aller sur le sujet du nucléaire. Par contre, ce serait très intéressant d'avoir un débat de toutes les forces de gauche sur le sujet ensemble. Je pense qu'il y aurait un beau débat à avoir. Mais c'est vrai que même avant, les ouvriers, ils avaient aussi des jardins potagers, des jardins ouvriers, comme quoi on revient à certaines choses qu'il y avait déjà dans le passé. Remarque suivante. Oui, juste une question par rapport à la composition de la batterie. Moi, je suis assez... On ne voit pas, monsieur, vous êtes où? Ah oui, je suis là, j'ai la casquette arc-en-ciel. Très bien. Je suis assez sceptique par rapport... J'ai entendu parler qu'en Afrique, il va peut-être nous le dire, il y a des enfants dans les mines qui travaillent avec des coups de pied au cul, paraît-il, pour rien, pour que nous puissions rouler à l'électricité. Est-ce vrai? Alors, ok, deuxième question assez pertinente, en effet. Troisième et dernière intervention du public. Ici, le monsieur devant. « 16 millions d'enfants qui travaillent dans les mines », j'entends Philippe. Oui, c'est le cobalt, c'est surtout la question du cobalt, effectivement. C'est le coltan. Oui, alors moi c'est plus une analyse des personnes que je côtoie au quotidien. C'est-à-dire que je m'aperçois qu'on a un développement de l'individualisme et une dépolitisation des citoyens. Et je pense que c'est ce vers quoi il faut tendre, c'est-à-dire avoir une cohérence politique pour être le plus lisible et le plus compris par le citoyen, de manière à ce qu'il y ait à nouveau un intérêt qui soit remis à s'investir à tous les niveaux, hein, que ce soit des communes dans les plus hauts niveaux des responsabilités de l'État, pour que derrière on puisse avoir ces débats-là, mais de manière plus élargie que autour des premiers convaincus. Parce que sinon, on parlera toujours dans le vide et dans 20 ans, on se retrouvera à se dire finalement on a raté le coche. Et qu'est-ce qu'on fait concrètement pour répondre à cet enjeu écologique et climatique qui est, je pense, pour l'Assemblée aujourd'hui, une évidence. Et pour le coup, la voiture, on ne peut pas faire sans, puisqu'on est dans un pays où effectivement la ruralité est importante. Mais il faut vraiment travailler la concomitance des modes de transport et comment on propose une offre adaptée en fonction des localités. Merci. Merci. Alors, on a plusieurs choses assez intéressantes qui ont été dites. On a cette communication politique. On a la question des enfants dans les mines. C'était assez intéressant. Et le premier intervenant,
je sais plus le... C'était par rapport au kilométrage de vélo. C'est ça, voilà, merci. Juste pour commenter, en fait, il faut quand même penser aux familles, etc., aux personnes handicapées, etc. Tout le monde ne peut pas faire des dizaines de kilomètres à vélo tous les jours. Mais vous avez raison, hein, pour ce problème, c'est le cobalt, en fait, les batteries au lithium, en fait, il y a du cobalt dedans. Il n'y a pas que le lithium, c'est lithium, cobalt, oxygène. Et le problème, effectivement, c'est le cobalt, et on le trouve que dans certains pays africains. Alors après, c'est une question de politique aussi mondiale, hein, c'est-à-dire qu'il y en a partout, mais il se trouve que c'est un peu plus rentable, où historiquement les mines ont été localisées là-bas. De la même façon pour les terres rares, effectivement les mines de terres rares, les terres rares servent pour doper les aimants qu'on met dans les moteurs, et ces terres rares proviennent effectivement d'une ou deux mines seulement dans le monde, parce que les autres ont été fermées, juste pour des questions de profit. Hein, c'est des Chinois qui les ont rachetés, qui ont racheté des mines en Australie ou aux États-Unis, qui les ont fermées pour pouvoir faire monter les prix. Mais chez eux, c'est produit dans des conditions épouvantables. Donc nous, on cherche des alternatives avec des nanoparticules qui pourraient avoir les mêmes propriétés en étant beaucoup moins polluantes avec quelque chose de socialement moins grave. Mais effectivement, c'est un gros souci. D'où, par exemple, l'argument de faire de l'hydrogène thermique. Parce que dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de tous ces trucs-là. Monsieur Martinez, vous avez pris le micro. Pardon ? Ah oui. Non, mais est-ce que justement vous avez des contacts, vous, de syndicats à l'international pour améliorer les conditions des travailleurs, y compris dans ces pays-là ? Oui, bien sûr, on est adhérent à une confédération syndicale internationale et on a des représentants à l'Organisation internationale du travail. La question des enfants, elle ne concerne pas que les mines. Hein. Tout le monde sait qu'il y a des dizaines de millions d'enfants qui bossent dans le monde, sur la planète, et y compris pour l'automobile. Ils ne travaillent pas forcément chez Renault et chez Peugeot ou chez Volkswagen, mais chez les sous-traitants de rang 4, 5, 6, ça n'intéresse pas les constructeurs. Eux, ils externalisent, puis après ils disent on respecte la réglementation du pays où on va s'installer. Évidemment, vous le savez tous, il y a quand même des grosses différences, des très grosses. Vous savez, des pays, par exemple, le droit de grève est interdit au hasard, par exemple. Il y a et donc le travail des enfants, c'est pas uniquement, c'est un problème, c'est un vrai problème. Il y a des millions de personnes dans le monde qui n'ont pas de sécurité sociale. Ils ont un accident du travail, bah tant pis pour eux. Et puis, je voudrais, parce que la question sur la guerre était importante, mais on n'a pas le temps d'y répondre, mais vous savez, cher monsieur, que dans le monde, chaque année, il y a plus de morts. Il y a plus de morts à cause du travail qu'à cause des guerres. Et pourtant, il y a beaucoup de guerres dans le monde. Donc là aussi, il ne s'agit pas d'opposer les priorités, mais d'avoir des repères. Et donc, juste mon mot de conclusion, moi je pense que, et Didier l'a rappelé tout à l'heure, la CGT veut que ces débats-là, il y en ait partout. Et effectivement, plus il y a de citoyens qui ont des avis différents, et je crois que j'en ai parlé. Moi j'ai appris plein de choses ce soir, parce qu'il y avait des gens qui n'étaient pas d'accord avec moi. Et donc, plus il y aura de débats contradictoires, bah, plus on s'enrichira, et plus on trouvera des réponses aux questions qu'on se pose. Peut-être pas de la même façon, mais en tout cas avec le même objectif. Et c'est pour ça que c'est toujours important de rechercher des gens qu'on nous présente comme des adversaires, et je vous en ai cité écologistes et syndicalistes, par exemple Greenpeace et la CGT, il y a 5 ans, on ne s'imaginait pas que ça puisse se parler, bah ça se fait. Et je dis à Fabien Roussel, évidemment on n'a pas commencé par le nucléaire, parce que si on avait commencé par ça, on aurait arrêté tout de suite de discuter. Donc moi j'ai proposé à Greenpeace de venir visiter une usine. C'était la première fois que le directeur général de Greenpeace visitait une usine. Il m'a dit ça va transformer. Mais eux, ils m'ont appris des choses. Et donc, voilà. Et surtout, juste pour terminer, il faut arrêter de croire qu'il y a des experts qui savent tout et qui vont nous expliquer comment on va vivre mieux grâce à leurs conseils. Parce que ceux-là, moi j'en vois tous les soirs, tard à la télé, ils sont tous d'accord, hein, pour nous expliquer comment il faut bosser, qu'est-ce qui est bien ou pas bien pour nous, et en général, ce qu'ils disent, c'est tout le contraire de ce qu'on vit dans nos boîtes, parce qu'on est au chômage, parce qu'on est à la retraite. Donc
plus on discutera entre nous, plus on trouvera des solutions, parce que les vrais experts sur beaucoup de choses, c'est ceux qui mettent les mains dans le cambouis. Et de ce point de vue-là, il y a beaucoup de pseudo-experts qui ont les mains très propres. Merci. Vous vouliez rajouter quelque chose, vous vouliez un mot aussi? Pour le mot de conclusion, je vais me permettre de répondre aux questions qui ont été posées. Et je vais dire à la personne qui nous a interpellés sur la paix, lui dire le chiffre que nous avons dénoncé à l'Assemblée nationale, avec notamment Jean-Paul Lecoq, député du Havre, qui porte ces questions-là, c'est que le plan que le gouvernement et la majorité En Marche a présenté au Parlement pour la modernisation de l'arme nucléaire française va coûter au budget de l'État jusqu'en 2025 15 millions d'euros par jour. 15 millions d'euros par jour d'argent public pour moderniser l'arme nucléaire. Donc, oui, il y a un sujet nucléaire, c'est aussi celui-là. Cet argent aurait pu être certainement utile pour autre chose. Et concernant le développement du vélo, bon, on est ici sur un débat sur l'automobile, la question elle est posée, on peut y répondre. Je rappelle qu'il y a des élections dans une semaine et que les départements et les régions ont la compétence de pouvoir développer largement les pistes cyclables, et que ce sont des propositions que nous portons d'ailleurs dans notre diversité, et tant mieux. Mais certainement, et je le souhaite, que nous pourrons, et je vous le souhaite en tout cas pour ici, pour votre région, que vous réussirez à faire en sorte de la faire gagner par la gauche en étant unis au second tour, et de mettre cet grand objectif-là au cœur de votre projet. Et ça, c'est vous qui en avez la possibilité de le faire par les urnes, et c'est dans une semaine. Et enfin, et je finirai là-dessus, c'est que les salariés, c'est pas un problème. C'est un problème pour le patronat. Les salariés, c'est la solution. Et il faut leur faire confiance. Et c'est eux que l'on doit interroger et qui doivent pouvoir dire comment on doit produire. C'est ce que je vais porter, moi, dans les semaines qui viennent. Mais, vous savez, pour pouvoir décider de nos choix, il faut pour ça que les gens s'investissent, s'y intéressent. Or, aujourd'hui, en politique, on souffre d'un grand mal, c'est l'abstention. Et je lance ce message-là, pas seulement parce que là, il y a des élections dans une semaine, il y a aussi dans un an. Mais c'est l'abstention qui fait en sorte que les financiers, les milieux d'affaires, les banques, les assurances, ils ont le pouvoir et ils veulent le garder et ils vont tout faire pour que le monde du travail n'aille pas voter. Eux, ils vont tous aller voter. Et ils vont garder le pouvoir. Alors l'enjeu, c'est bien de pouvoir décider de nos choix et de s'intéresser à la politique. Et je dirais que de la même manière, il faut s'investir dans le syndicalisme. Et les salariés doivent pouvoir aussi, non seulement défendre leurs droits, mais défendre leur outil de travail, la production des richesses. Et le syndicat, il sert à ça. Et c'est un responsable politique qui vous le dit. On a besoin de syndicats et de salariés qui s'intéressent à ces questions-là. Et quel que soit le syndicat, parce que moi, en tant que responsable politique, je vois les tribunes, plus jamais ça, pouvoir de vivre, signées par différents syndicats, associations, qui parfois ne se parlent pas entre eux, mais qui signent ensemble des tribunes, ou pas ensemble, mais avec des revendications qu'on peut partager, nous. Et donc, il y a un véritable enjeu aussi, qu'il y ait un plus fort taux de syndicalisation dans les entreprises, et que les salariés, eux aussi, s'intéressent à ces questions-là, et ne fassent pas que se défendre, mais disent ce qu'ils veulent. Merci beaucoup. Merci à l'Union départementale de la CGT de la Sarthe, à la Fédération de la métallurgie et à la CGT Renault pour l'organisation de ce débat et pour avoir fait appel à moi pour l'animer. La volonté de la CGT, c'est, vous l'aurez bien compris, de multiplier ces temps d'échange pour faire vivre le débat démocratique. Et vraiment, je les en remercie parce qu'on a besoin d'échanger, on a besoin que les idées circulent. Et voilà, à titre tout à fait personnel, je suis assez déçu que certains qui auraient pu apporter des voix discordantes n'aient pas souhaité venir le faire parce que qu'on soit d'accord ou pas, on gagne tous à échanger, on gagne tous à débattre et à montrer qu'on n'a pas peur de confronter les idées. Visiblement, il y en a certains qui peut-être ont peur de confronter les idées. C'est bien dommage.
Merci à tous nos intervenants d'avoir été là en tribune. Merci au public d'avoir bravé la canicule et peut-être potentiellement bientôt l'orage. La météo n'aura pas été patronale, heureusement. Le débat il fut riche et passionnant. Un petit mot pour dire qu'en termes militants, bon alors bien entendu, il y a le fait d'aller voter. Vous avez deux sensibilités de gauche qui se sont exprimées ce soir. À vous, en votre âme et conscience, d'aller voter pour une de ces sensibilités ou pour une autre. Hein. Chacun fait son choix librement, bien entendu. Ce sera dimanche. Et puis le 22 juin prochain, il y a la grande manif Interpro. Pensez et tenez-vous au courant pour le lieu et l'heure dès qu'ils seront connus. Merci et bonne soirée. Que la lutte continue. Thank you.